Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers cinéphiles italiens, algériens et de toutes les nationalités. Et c'est pour moi un grand plaisir de présenter cette deuxième formation qui est gérée par Madame Valentina Manzoni. En tout cas, c'est la cinquième journée de notre programme de formation Gilles Célima, qui a commencé les 11 septembre. Et apparemment, il a eu beaucoup de succès, beaucoup de spectateurs. Et il y a eu aussi l'attention des médias et des articles ont paru sur la presse. Donc, on est très content. Mais on est surtout content pour l'attention de notre public parce qu'on a vu même dans les journées précédentes que nos cinéphiles a posé beaucoup de questions, donc il y avait des débats très intéressants. Donc j'espère que ce soir aussi, la formation avec Valentina Manzoni sera très intéressante, j'en suis sûre. Donc comme je vous ai déjà dit la dernière fois, Valentina a une expérience internationale parce qu'elle s'est formée aux États-Unis, en particulier à Chicago et dont elle a étudié et aussi a commencé sa carrière de programmatrice et aussi de cinéaste. Donc maintenant, elle est dans les bureaux de programmation du Festival de Locarno, que tout le monde connaît, et qui d'ailleurs a sélectionné récemment un film algérien. Donc on est très content que la dernière fois, Valentina nous a parlé, a commencé sa formation avec un film algérien. Et on a déjà abordé avec elle le thème de la grammaire en grammaire cinématographique. Et donc, elle a déjà expliqué un peu les points importants d'une critique cinématographique. Il a aussi eu la possibilité de proposer des petits travaux écrits à nos participants. Donc, on verra bien les résultats. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Valentine, et je dis merci à tous les publics qui est avec nous ce soir, qui nous suit aussi sur la page Facebook de l'Institut culturel italien d'Alger et aussi sur la page Facebook de EUNIC Algeria. EUNIC, c'est les clusters européens des instituts culturels basés à Alger, mais il y en a 120 partout dans le monde. En fait, EUNIC, ça c'est une formation EUNIC. EUNIC, ça veut dire European Union National Institute for Culture, c'est-à-dire c'est les groupes des instituts culturels européens qui essayent de pousser l'importance de la culture aussi dans les relations extérieures de l'Union européenne. Voilà, c'est tout. Merci pour l'attention. Je laisse la parole à Valentina Manzoni. Merci à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Merci encore d'être avec moi ce soir. C'est un plaisir. Je suis ravie d'être à nouveau ensemble pour parler de cinéma et de comment on en parle ou écrit. Merci à l'Istituto Italiano di Cultura di Algeri et à Longtech pour l'invitation. Et merci à Antonia pour cette merveilleuse introduction, comme toujours. Alors, comme dimanche dernier, si vous avez des questions, je vous prie de ne pas être timide, de écrire dans les commentaires sans problème. En fait, si vous avez des questions, un commentaire, une pensée que vous désirez partager. Oui, la semaine dernière, on a parlé du fait qu'il n'y a pas une vérité absolue dans la critique. On a démystifié l'autorité du critique en éclairant en fait qu'une critique de cinéma se base sur des preuves objectives, tout comme sur des preuves subjectives et personnelles. Et on a cité André Bazin qui disait que la critique n'a pas pour objet la vérité absolue, mais plutôt une idée de qui écrit. Et donc, toute critique, en fait, toute pensée sur le cinéma est valide, qu'il n'y a pas une réponse fausse et une réponse correcte. Il n'y a pas de vérité. On pourrait même dire que tout est vérité.
Donc, j'avais commencé à partager en fait mes notes de la semaine dernière pour donner un peu de continuation. Voilà. Donc oui, après on a parlé de comment une bonne critique de cinéma se base donc sur une bonne analyse de la grammaire et une bonne argumentation de l'idée avancée par le ou la critique. Et on est passé à un petit exercice en fait d'analyse de grammaire cinématographique avec le début du film algérien que Anthony a cité, qui est 143 rue du désert de Hassan Ferrani. Et puis, en fait, comme on a conclu en voyant la fin de l'éclipse d'Antonioni, je vous inviterai à rentrer très vite et directement à replonger dans le matériel cinématographique et de nous reconnaître à la dernière, à dimanche soir, en passant à un autre film de Antonioni qui est Blow Up. C'est un film de 1966. Et pour qui ne l'a pas vu, en fait, c'est le deuxième film qu'Antonioni a fait en langue anglaise. Il est tourné à Londres dans les années 60, donc dans les années pop de la ville anglaise. Et le film, en fait, raconte l'histoire de Thomas, qui est joué par David Hemmings, qui est un photographe londonien qui passe son temps à photographier des mannequins. Mais il est présenté quand même comme un personnage assez insatisfait de sa vie et de son travail, et, à la recherche un peu d'un changement. Et on le voit surtout par comment il joue, enfin comment on voit qu'il est frustré, disons, dans ce travail. On va voir en fait une scène où c'est assez apparent. Et puis bon, dans le film, il y a un jour où en développant des photos, il se rend compte, il pense en fait avoir photographié quelque chose de bien plus sinistre, un meurtre. Et après avoir pris des photos dans le parc, Thomas est donc horrifié de trouver une image ambique tapée sur le bord du cadre, qui pourrait être une ombre, mais ressemble aussi à un pistolet. Et la seule chose claire en fait qui se passe, c'est que une femme qui était là qui était témoin du fait qu'il est photographié dans le parc, va essayer d'avoir les images qu'il a photographiées. Et donc, cela le laisse incertain de ce qui est l'objet final de la photo, de ce qui apparaît, de si c'est une ombre ou un pistolet, s'il a été témoin d'un meurtre ou pas. Et puis, on verra qu'en fait, il ne le découvrira pas. Donc, on va voir un moment du film où on présente déjà le personnage. Voilà. C'est celui-là. Okay. Comme toujours, si vous ne voyez pas ou vous entendez pas, bien évidemment, vous m'interrompez et on essaie de résoudre le problème. Il ne devrait pas y avoir de problème. First down with it. Oi, no chewing gum, get rid of it. Not on my floor. You, arm down. Right. 6, 7, 8, 11. Terrible. How about the leg a little further forward? Put the head up.
Yes, good. Good. No, you're all right. Start again, rethink it. Rethink it. Stripes, let the dress just fall down. Absolutely full. Keep the stripes straight. It's very important. Just let the arms go up and down. Yes, very tasty. Yes, I like it. I like it. Go on. Yeah. All right, change position. Yeah. Wake up! Thank your lucky stars you're working with me, don't you? Right, one more. Have a smile now. Come on. Smile. Smile. God. I asked you to smile. What's the matter? Got what a smile is. Hey! Oh, you're all tired now. Go on, relax. I can't see your eyeballs anymore. They're just slits. Go on. Close your eyes. Close your eyes. And stay like that. It's good for you. Sometimes you really need a girl. Then you get distracted by her older sister. But it was her mother. Close your eyes. Je vais baisser en fait le son juste un peu pour partager avec vous. Comme là, c'est la deuxième scène qu'on voit avec le personnage, enfin, où on est introduit au personnage et on le voit déjà. Enfin, en fait, dès la deuxième scène, enfin, première et deuxième scène qu'on vit avec le personnage. Et ben dans les deux, on est quand même déjà dans des espaces, dans un espace artificiel qui est l'espace de son studio. On est dans deux salles différentes. La première scène avec Thomas, on ne l'a pas vue, mais c'est quand même une scène où il est en train de photographier un mannequin. Et on peut voir en fait comment déjà en fait le choix de mettre en scène chaque image de mode qu'il capture dans l'espace artificiel de son atelier devient métaphoriquement l'espace en fait de la superficialité avec laquelle sa génération affronte la vie. Ça devient l'espace en fait du mécontentement et d'une vie qu'il sent en fait comme vide. Et donc je vais aller un peu plus en avant dans le film à un moment où on le voit en fait photographier dans le parc. C'est quand en fait il capture les images qu'après il développera et où il se rendra compte d'avoir été témoin en fait, ou d'avoir peut-être avoir été témoin d'un meurtre. Et on voit en fait comment ces images sont déjà tournées de façon très différente et le personnage aussi a une autre énergie. On va les voir et les déconstruire ensemble comme on a fait la semaine dernière avec le début du film algérien et puis un peu avec Heureux comme Lazzaro. Et pour reprendre les trois moments qu'on a vus la semaine dernière, être les trois moments base de la structure d'une rhétorique efficace, qui sont le moment de découverte de ce qui sont en fait les éléments qui composent le film et qui apportent les messages du film, et puis le moment en fait d'organisation des thèmes du discours, et enfin le dernier moment qui est en fait le moment du choix vraiment de la composition du discours d'un côté plus stylistique et rhétorique.
Donc, on va essayer de faire un peu les 3 moments encore ensemble aujourd'hui. Et puis, on va arriver avec peut-être de nouvelles formes de critique, comme je vous l'ai mentionné la semaine dernière. C'est là. Voilà. Donc, je suis désolée, je sais que c'est embêtant, mais je pense que je vais parler à nouveau sur le film, mais juste en fait pour faire ensemble une analyse. Pas encore. Donc, on a passé quelques minutes avec Thomas dans le parc. Moi, j'ai commencé quand on était déjà dans le parc, mais on le voit vraiment arriver. On passe, je pense 5 minutes. Et puis là, on a fait un grand plan sur Thomas. Et là, on va le voir après qu'il monte les escaliers. Là, on voit là en fait qu'il prend une photo et c'est le moment où il découvre un sujet. Nous, on n'a pas entendu le sujet en fait. Là, la caméra, elle effectue un panoramique de droite à gauche et d'avant en arrière, disons, pour regarder tout l'espace où se tient le couple qu'on comprend être le sujet que Thomas a vu et en train de photographier. L'homme et la femme sont loin et donc on entend le rire de la dame. Et puis en voyant Thomas qui marche de droite à gauche et puis qui bouge, on comprend en fait que c'était son point de vue. Et là, on a en fait une série de plans de largeur moyenne alternés avec des plans plus rapprochés qui représentent Thomas en train de photographier de façon intriguée et active. En fait, donc c'est lui l'objet de notre regard, alors que le couple est l'objet de son regard. Ça, c'est une dynamique, disons, triangulaire qui est assez importante dans la composition du film. Donc, pendant que nous, on observe Thomas photographier, on le voit en fait se déplacer derrière la clôture en venant après derrière l'arbre comme maintenant. Et puis enfin, on adopte un point de vue qui est encore plus loin et qui est aussi voyeuristique, un peu comme le sien envers les personnages du couple, qui est de loin, en haut, on ne sait pas en fait. C'est comme si la caméra du réalisateur était devenue invisible au personnage de Thomas, un peu comme la caméra de Thomas est invisible au couple, jusqu'à ce que... Voilà. Là encore, on a un point de vue en haut, presque de surveillance. Et voilà, jusqu'en fait que la jeune femme, comme on voit maintenant, remarque Thomas et court après lui. Et à ce moment-là, en fait, on devient... à ce moment-là, en fait, les deux deviennent guetteur et guette.
et nous aussi. Et en fait, nous nous concentrons encore plus qu'avant sur l'ensemble de la scène, alors que depuis le début, c'est sur nous en fait que se projette le regard du réalisateur. Parce que le réalisateur a créé cette dynamique triangulaire pour laquelle on regarde Thomas qui regarde dans la caméra et le réalisateur qui est derrière la caméra et nous met en fait, nous invite à regarder à travers sa caméra, il est en train de, disons, de façon muette, il est en train de nous voir regarder Thomas, de nous voir regarder la scène dans une conversation en fait sur métalinguistique, sur l'implication du regard. Et parce qu'à travers le sténopé de sa caméra, on peut dire que Thomas expérimente un détournement qui le conduit à une nouvelle compréhension de la réalité. Et simultanément, à travers le point de vue choisi par la caméra du réalisateur, Antonioni, nous subissons un peu la même maturation. Et donc, voilà, le voyeurisme fonctionne donc ici comme un moyen très fort de représenter la violence de la réalité qui manque souvent de réponse et qui en même temps ne permet pas de se désengager. Et je vois déjà quelques-uns de vos commentaires. Je dois dire, j'aime aussi les grands plans ici. Et on va certainement en parler. En fait, on pourrait en parler tout de suite. Donc, parce qu'en fait, on peut... on va en parler en fait tout de suite. Donc, je voulais déjà en fait vous faire voir comment la suite de plans sur cette scène a créé en fait nos amis dans une position qui nous met en conversation avec le personnage principal et avec l'action qu'il est en train de faire. Et les grands plans, c'est quelque chose que Antonioni fait en fait, parce que il met souvent en relation les personnages avec le milieu où ils sont. En fait, sur ce film, c'est quelque chose de très important, parce qu'en regardant tout le film, on peut noter aussi que sauf dans la plupart des plans qui sont à l'extérieur, enfin, sauf dans la plupart des plans qui sont... Sauf dans les plans à l'intérieur, dans la plupart des plans qui sont à l'extérieur, la lumière est assez plate, comme on le voit maintenant. Il y a très peu d'ombre. Et on peut presque dire que la photographie manque de contraste, qu'il n'y a presque pas de saturation en comparaison à quelques autres scènes qui sont à l'intérieur. Et ça, en général, ça aide quand même à créer une ambiance assez morne dans le film. Et donc, les grands plans et les objectifs grand angle, en fait, ils aident Antonioni à créer de la profondeur visuelle. Et donc, ils apportent une perspective très ouverte tout au long du film et qui mettent, comme on disait, Thomas en relation avec l'espace qui l'entoure. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi déjà avec l'Eclipse et qu'on voit dans beaucoup de films d'Antonioni, même dans le début des Airs rouges, en fait, par exemple, il y a des moments très beaux qui mettent en relation le personnage principal de Monica Vitti avec non, je vous lis, pardon, c'est que j'ai l'habitude de lire les commentaires pendant que je suis en ligne. Et oui, c'est très vrai en fait, c'est très vrai comme vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur de champ et cela nous invite en fait à regarder tous les éléments de façon plus égalitaire, disons, entre eux. Oui, et donc comme on disait, en fait, c'est quelque chose d'Antonioni qu'on voit aussi au début de Des Airs rouges, mais je voulais en fait arriver à la fin du film avec vous. I shot a bit. I'm not a photographer. I am. Matter with you.
What did you see in that part? Nothing. Blood.
En fait, le film se passe dans une journée. Je pense que c'est quelque chose que j'avais oublié de dire. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le moment où on a vu Thomas dans le parc photographier le couple était en fait juste avant, enfin ça c'est le matin d'après, parce qu'il y a eu une fête, mais c'est presque comme si c'était la même journée. Et en fait, donc, après avoir photographié, après la scène qu'on a vue avant, et ben, il est rentré dans son studio, il a développé les photographies, il a rencontré la femme qui voulait récupérer les photos, elle n'a pas réussi à récupérer les photos. En développant les photographies, en développant les négatifs des photographies, il a vu quelque chose de bizarre qui semblait en fait un meurtre. C'est ce qu'il dit à son ami à la fête. Et dans le petit bout juste avant le petit bout de conversation qu'on a suivi, où en fait il invite son ami à aller photographier avec lui. Et puis quand l'ami lui demande qu'est-ce qu'il a vu dans le parc, et ben, il répond rien. Et le matin d'après, c'est juste là, en fait, c'est le moment où on vient de voir, qu'on est en train encore de voir. Et on voit Thomas donc, qui retourne au parc pour voir, en fait, pour avoir une preuve, une démonstration, une évidence de ce qu'il a l'impression d'avoir témoigné avec ses photographies. Et c'est là, en fait, que son questionnement sur le sens de la réalité s'achève avec la compréhension finale de l'impossibilité de s'approprier du réel. Il doit accepter l'inconnu, le sens abstrait de la vie, et comme on le voit, en fait, culminer dans le fait que quand il arrive dans le parc, il ne trouve plus rien. Même pas une ombre en fait de ce qu'il semble avoir capturé avec ses photographies. Et il est complètement réveillé de son illusion de pouvoir sur les événements. Et donc en fait dans ce cadre, l'idée que le crime se soit produit, soudainement c'est une question évasive. Et le fait qu'il rencontre ce groupe de mimes qu'on est en train de voir en ce moment est un peu c'est un peu une culmination de tout ça, une apogée en fait de cette métaphore. Et donc il commence à jouer au tennis en fait avec une balle imaginaire. Enfin, les mimes commencent à jouer au tennis avec une balle imaginaire. Et là en fait on va voir le moment. Je vais pas vous parler en fait avant qu'on le voit. Et là, en fait, le mime le regarde parce qu'en lui, c'est une façon muette, on peut dire, de lui demander de renvoyer en fait la balle imaginaire. Et là, en fait, comme il accepte de jouer ce jeu imaginaire, et le film se termine avec l'acceptation de Thomas et aussi en fait la nôtre de l'impuissance d'un seul regard, et avec la montée d'une nouvelle question qui a été subtilement en fait, présente tout au long du film, qui est où sont les frontières et les interférences entre réalité et fiction, entre vécu et imaginaire. Et un sens que plus on cherche à saisir le sens de la vie, plus ces frontières semblent s'estomper entre le réel et l'irréel. Et voilà, en fait, un peu comme dans cette métaphore du parc que l'on voit avec les mimes, et un peu comme sur les images que Thomas a développées et qu'il agrandit pour essayer de voir les détails. En fait, chaque fois de plus, il les agrandit et de plus, en fait, elles deviennent abstraites, un peu comme cette réalité qu'il allait explorer encore plus en retournant au parc et qui est devenue encore plus mystérieuse, en fait. Et voilà. Donc là, en fait, je vous propose alors de voir... je vais le laisser pendant qu'on parle. Je vous propose en fait de voir alors le début, comme on a parlé de la relation entre personnage et fond, entre le personnage et la ville.
je vais vous proposer de voir le début de Des airs rouges, qui est en fait le premier film en couleur de Antonioni, et qui a aussi une très belle composition du corps de ces personnages dans l'architecture. Donc on pourrait voir le début ensemble. Alors, je vais vous mettre ça pendant ce temps. Comme ça, on peut le garder comme référence. Et puis, on va voir le début du film. Donnez-moi une seconde, je l'ai, mais je n'avais pas préparé. Ce serait bien, en fait. C'est intéressant aussi, en fait, en voyant le final de Blow Up. Je dois dire, je me suis un peu rappelé de quand, la semaine dernière, on a vu le final de l'Eclipse. Et on a parlé de comment le son, en fait, la rentrée du son de l'eau et d'autres éléments naturels dans les plans de la ville servaient un peu à donner cette idée en fait, du fait que la vie appartient à ce qui est d'un côté authentique et de l'autre qui ne s'est pas éclipsé. Et dans ce cas, c'est un peu intéressant comment les mimes, quand ils arrivent, eh ben, ils emmènent quand même beaucoup plus de bruit, même si eux-mêmes, hein, ils n'ont pas de voix, ils sont muets, enfin, ils jouent muets. Mais leur arrivée arrive avec beaucoup de sons en fait et une acoustique très forte qui remplit l'espace. Je trouve que bon, c'est une bonne relation entre son et image qui est une des choses dont on parlait la semaine dernière. Alors par contre, je pense que Des airs rouges, en fait, qui est du 1964, en fait, c'est comme on disait, c'est le premier film de Antonioni à couleur. Et je pense que je l'ai seulement avec des sous-titres en anglais ou ça ne marche pas, c'est celui-là. Oui, je pense que je l'ai seulement avec les sous-titres en anglais, donc je suis désolée, mais bon, le début, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc ça ne va pas être trop pénible. Je vous partage l'écran. Non. C'est pas
Cosa fai lì dentro? Tu non sei un dirigente, sei uno che lavora per dare da mangiare ai suoi figli. Vieni fuori, vieni con lui. Tua moglie si vergogna a uscire di casa, ha vergogna di te. Dove la compra? Al negozio alimentario, quindi. Quello vendi? Non ho già cominciato. No. No, no, ma... No. Valerio? Vieni. Buono. Grazie. Dans ce film, en fait, on peut voir qu'Antonioni fait un climax, en fait, enfin, il porte un peu à l'excès quelque chose qu'il avait déjà commencé à faire dans la trilogie qu'on mentionnait la semaine dernière, qui est en fait utiliser les histoires et les personnages comme véhicule non seulement de réflexion sur l'époque moderne, la vie contemporaine, mais aussi de façon du côté visuel. En fait, on le peut voir très bien sur ce film. Il met le personnage en relation avec le milieu d'une façon qui lui permet en fait de voir et de montrer le milieu aussi. Et c'est quelque chose qu'il fait d'un côté, cinématographiquement de plusieurs façons. Donc, comme on le peut voir maintenant, même juste avec des plans qui sont vraiment seulement sur le milieu ou avec des plans de très grand angle dans lesquels les personnages deviennent donc plutôt petits, disons, ils deviennent, je ne veux pas dire des accessoires, mais bon, oui, ils deviennent quand même disons, comme des éléments de la composition, mais ils ne sont plus, ils n'occupent pas une position centrale. Et bon, le désert rouge, pour qui ne l'a pas vu, en fait, c'est l'histoire de Giuliana, qui est la femme jouée par Monica Vitti, qui est en fait le personnage qu'on vient de voir, la femme blonde. Et c'est l'épouse d'un industriel de Ferrara d'une petite ville industrielle dans le nord de l'Italie. Et elle essaye désespérément en fait, de cacher sa faible emprise sur la réalité, à ce qui l'entoure. Juste à travers le film, on découvre en fait qu'avant le moment où on rentre dans sa vie, elle avait essayé de se suicider.
Et donc, elle a en fait ce désespoir, cette difficulté à vivre socialement dans son entourage. Et c'est en fait, c'est comme on disait, ce qu'elle essaye de cacher, mais avec des difficultés. Et il y a un moment, il y a une rencontre en fait qui la change, c'est celle avec un ami de son mari. Son mari est l'homme en fait qu'on voit ici avec sur la gauche avec la veste courte, et l'autre en fait c'est l'ami. Et quand il arrive en ville en voyage d'affaires, il semble être plus sensible aux angoisses de Juliana. Et donc les deux commencent une liaison, mais cela ne semble pas réussir à faire grand-chose pour apaiser les peurs existentielles de Juliana, et son état mental se détériore quand même rapidement. Et en fait, son état mental qui se détériore rapidement, devient en fait métaphore du détériorement de la nature causée par une forte industrialisation du nord du pays pendant disons, le boom économique qui suit la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction du pays. Et ce qui est intéressant, comme on disait, en fait, c'est que cinématographiquement, Antonioni il porte un peu à l'excès la relation entre personnage et milieu, et qui est quelque chose, en fait, qu'appartient, disons, comme une innovation au néoréalisme. En effet, les films néoréalistes déjà étaient très forts à construire la ville comme une présence dans les films, à construire en fait l'état même des villes d'Italie pendant les années 40 et 50 comme des éléments particulièrement influentiels sur comment était vécue la vie et donc sur l'état aussi des gens. Et en fait, j'avais pensé de vous montrer sur ce sujet la fin d'un film qui est considéré un film réaliste, parce que je vous rappelle en fait que les films d'Antonioni pendant les années 60, qui sont en fait des films qu'on est en train de voir, sont déjà un peu se séparent déjà du néoréalisme originaire comme mouvement. Et donc, je pensais en fait vous faire voir la fin du film Allemagne année zéro, qui est un film de Roberto Rossellini de 1948, donc plein néoréalisme. Et voilà, on va le voir. En fait, je vous raconte, c'est un film qui est très dur, en fait. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Edmund, de 13 ans, et il vit avec une famille composée d'un père atteint d'une maladie cardiaque et avec son frère qui vit caché en raison de ses origines nazies et d'une sœur qui se prostitue parfois. Le film, l'histoire est située presque l'année qu'il a été tourné, juste après en fait la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, Edmund, il fait sous la direction d'un professeur pédéraste âgé, il vit en faisant du vol. Et le professeur qui le dirige, pétri d'idéologie nazie, il soutient la nécessité d'éliminer les plus faibles. Et dans ce cadre, Edmund l'écoute et tue son père en empoisonnant son thé. C'est un film vraiment très dur, on va voir à la fin parce que sinon c'est... Et après avoir été chassé en fait par le vieux professeur, il erre sur les terres parmi les ruines de la ville, et c'est ça en fait le moment en fait qu'on va voir où il rentre vraiment en contact avec le contexte des ruines de la ville. Alors, non, je ne vais pas faire ça. J'ai vu que vous avez écrit pendant ce temps, donc on va voir. Je vais vous lire.
partager. Excusez-moi. Maintenant. Et voilà, là ça marche. Ma dov'è? Dove sarà andato? Avete visto, Celui qui la cherche, c'est la sœur. Bon, en fait, je suis désolée, je pensais de partir un peu plus en avant, donc de voir un peu plus en fait de la ville. On va essayer d'y aller quand même. Voilà. En fait, c'est très intéressant le rapport entre la ville et l'enfant dans ce film, parce qu'il y a vraiment en fait le rapport entre deux moments en fait, de temps. Donc en fait, d'un côté, les ruines de la ville détruite qui appartiennent quand même à un temps du passé, et de l'autre côté, l'enfance du personnage principal qui lui a été volée en fait, parce que clairement, il vit une vie qui n'est pas, disons, ce qu'on s'imagine ou ce qu'on considérerait comme la vie traditionnelle d'un enfant, l'enfance traditionnelle. Et donc, il y a dans cette coexistence de deux temps, en fait, qui sont, disons, d'un côté parallèles dans le sens qu'ils appartiennent à un début, et de l'autre côté, parce qu'en fait, on ne peut pas oublier qu'en fait, les ruines, c'est aussi c'est ce qui reste. Mais en même temps, dans une ville en cours de reconstruction, c'est aussi, disons, un début, c'est aussi quelque chose d'originaire, un peu comme toute origine, en fait, c'est quelque chose qui est passé, mais c'est aussi un point de départ.
Et, et donc, en fait, dans ce sens, il y a ce rapport avec le temps qui appartient à l'architecture et le temps qui appartient à l'enfance, qui est très intéressant et très fort, et qui donne un petit peu d'espoir, je trouve, dans ce film qui, sinon, en fait, ce serait, qui transforme visuellement les ruines comme, les photographies comme on le voit dans ces plans en ce moment, comme la projection visuelle des lacérations et des blessures profondes laissées par la guerre et l'idéologie qu'il avait déclenchée dans l'âme de ces personnages. Et bon, avec le moment final qu'on a vu juste avant, et ben, on voit en fait ces blessures tristement toucher même les âmes plus innocentes, bien évidemment. Et en fait, j'ai insisté pas mal sur le côté en fait du temps, parce que c'est vraiment quelque chose que le néoréalisme utilise beaucoup pour construire un différent rythme de narration qui, comme on disait, donc, aide à mettre en relation, en fait, aide à construire, qui est un des éléments qui aide à construire la ville comme un personnage, qui aide à mettre en relation le personnage avec l'espace et avec, en fait, tout ce qui se passe en ce moment. Donc, en fait, qui aide le cinéma à devenir témoin d'une réalité, de la réalité qui l'entoure. Et j'aimerais bien, comme je vois qu'en fait, il est déjà 9h04, donc juste avant de passer à adresser plus directement les questions que vous m'avez envoyées pendant ce temps, j'aimerais bien en fait vous partager une petite vidéo d'une dizaine de minutes qui met en relation en fait deux films, oui, et qui sont en fait qui sont la même histoire. Mais filmé par, je vais le prendre en même temps, mais en fait filmé par deux cinéastes différents et qui présentent en fait réellement comment les plans sont plus longs dans le cinéma traditionnel italien et comment donc cela permet que le rythme de la narration soit différent et permet aussi qu'il y ait beaucoup plus d'éléments de l'histoire, beaucoup plus de petits détails en fait qui viennent à construire l'espace, à remplir les cadres et donc aussi en fait à nourrir l'histoire et à avoir importance sur l'écran, à n'être pas seulement des détails, mais en fait devenir partie de la composition totale de l'histoire, de la représentation et de la vision en fait de la vie que l'on peut donner à travers la caméra. Alors, je vais vous partager cette petite vidéo. Ah non, même pas, en fait, c'est 5 minutes. Et puis, on pourra en parler parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la vidéo essay, qui est une nouvelle forme de critique. Donc, comme je vous disais, en fait, c'est une nouvelle forme de critique qui est née avec les nouveaux médias et qui, en fait, qui permet qui fait de la critique de cinéma à travers la déconstruction des films de façon très directe, parce qu'en travaillant directement sur le matériel cinématographique et sans passer autant sans passer par l'écriture. Enfin, il y a absolument une partie d'écriture parce qu'il y a aussi une voix en off en fait, qui en général guide l'analyse. Mais bon, vous verrez, c'est assez intéressant comment ça devient en fait des petits films. C'est comme si c'était un court-métrage construit pour analyser un long-métrage et mettre en pratique en fait des observations extraites par l'analyse cinématographique. Alors c'est en anglais, je vais essayer de traduire pour vous en français. Pas comme ça. Est-ce que vous voyez toujours si je fais comme ça? Oui, j'espère que oui. Et si vous ne voyez rien en ce moment, je vous prie de m'excuser.
if I had to conduct an experiment that would give an insight into neorealism, I'd build a time machine and travel to different. Bon, je vais traduire en fait en première personne comme si c'était ma voix, juste parce que c'est un peu plus facile, c'est un peu plus direct. Donc, en fait, c'est au début le critique et cinéaste il s'appelle, il a un petit, il a un surnom en fait qui est son nom public, qui est Kogonara, et je peux vous l'écrire en fait juste après. Et il présente en fait ce qu'il va faire, ce qu'il va analyser à travers ce film, et il dit si je devais conduire une expérimentation pour analyser en fait qu'est-ce qui est le néoréalisme. Je demanderais à Vittorio De Sica de faire un film avec des acteurs d'Hollywood en 1952, et puis je mettrais ce producteur américain qui s'appelle David O. Selznick et qui en général est un producteur qui essaye d'avoir beaucoup d'attention, qui essaie en fait de faire partie en fait du processus créatif du film, et je leur demanderais de faire un film ensemble. Et bon, c'est pas un expériment en fait, c'est 2 films qui ont été réalisés avec la même histoire, et c'est une en comparaison. Et les 2 films en fait commencent avec des images de la ville, mais alors que le film de De Sica en fait commence seulement avec la femme dans la ville et avec des plans beaucoup plus longs. En fait, le film de Selznick, qui est celui sur la droite, commence déjà en vous disant quelle ville, et puis introduisant le thème de l'amour à travers une lettre. Et on voit ici comment par le montage, grâce au montage, on peut voir vraiment comment le film de gauche a des plans beaucoup plus longs et garde en fait tous les moments qui sont les entre-moments, disons, les moments qui sont entre actions, les moments d'attente ou de réflexion, ou les moments un peu suspendus. Donc, Selznick continuellement donc, préfère des plans plus courts plutôt que des plans plus longs comme De Sica. For Selznick and most of Hollywood, the act of walking needs only to be implied, not endured. Pour Selznick, comme pour la plupart des films d'Hollywood, l'acte de marcher en fait doit seulement être suggéré, mais pas être complètement représenté, pas être une action du film. Alors que pour De Sica, c'est pas comme ça. Donc, on voit en général ces personnages marcher vraiment à travers l'espace en entier. Syncing up another scene, we're able to see another value of De Sica, which Selznick sees as disposable, certainly contrary to Hollywood filmmaking. En comparant ces 2 scènes, This is a standard movie-making pattern. On peut voir en fait une autre caractéristique des films de De Sica que Selznick ne fait pas ou fait différemment, comme en général dans les films d'Hollywood. En fait, Selznick coupe juste au moment où l'actrice du rôle principal, en fait, comme on a vu avant, sort du cadrage, alors que De Sica reste avec le vieux monsieur, comme on a vu juste ici, et il reste ici aussi, même après que le personnage principal est sorti du cadrage. Cela nous permet en fait, il décentre, en restant dans le milieu, il décentre la centralité du personnage protagoniste, et il nous permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur la réalité qui entoure le personnage. Alors que, en fait, ces détails et ces informations, ces autres personnages sont considérés comme excessifs ou inutiles dans le cinéma traditionnel d'Hollywood. What Selznick sees as waste and excess becomes the essence of a different kind of cinema sensibility. Ce que Selznick considère comme excessif devient la source d'une autre sensibilité et d'un autre type de cinéma. Un autre type de cinéma dans lequel temps et espace semblent plus central et plus important que l'histoire même.
Donc la question dans l'écran, To c'est ask qu'est-ce what que is le néoréalisme? neorealism is to ask, what is cinema? Et la conclusion est de demander qu'est-ce que le néoréalisme et en fait de demander qu'est-ce qu'est le cinéma même. Alors je vais lire en fait vos messages pour qu'on puisse je vais voir si vous allez Oui, je me permets d'intervenir parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui voulait savoir si vous avez lu les emails, parce on s'est quitté l'autre fois et avec un petit exercice pour les participants. Donc, je crois qu'ils ont hâte de savoir qu'est-ce qu'on est. Voilà. Bah, en fait, je pensais commencer avec en parlant des exercices, mais je dois dire, j'en ai reçu que quelques-uns, très peu. Et donc, oui. Bon. Et donc, en fait, j'allais répondre aux personnes individuellement parce que je sais pas bien en fait combien d'entre eux sont connectés mais comme si les gens, enfin s'il y a en fait des spectateurs qui me demandent si j'ai reçu leur mail, je crois en fait qu'il peut y avoir eu des problèmes techniques ou quelque chose parce qu'en fait j'en ai reçu vraiment que quelques-uns, c'est pour ça, qui étaient très bons. Vraiment très bon, je vous fais mes compliments. Bon, je vous écrirai directement, mais je vous fais mes compliments parce que j'étais un peu émue et j'ai hâte en fait de partager vos textes, vos critiques avec le réalisateur du court-métrage. Mais par contre, oui, j'en ai reçu peu, donc on pourrait en parler. On pourrait voir le film aussi, mais je ne sais pas en fait comment procéder parce que je ne suis pas sûre exactement de combien de ceux qui ont écrit sont présents aujourd'hui et j'ai peur de ne pas avoir reçu les textes de tout le monde. Non, tu es libre, c'est-à-dire si tu veux répondre individuellement, peut-être c'est mieux parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne sait même pas si les gens qui t'ont écrit sont présents ce soir. Donc, et c'est bien fait, hein. Je te laisse comme ça, tu pourras répondre. Simplement, il fallait rassurer quelqu'un qui a demandé si vous aviez reçu les emails. Je crois que oui, les emails ont été reçus par Valentina. Oui. En Et fait, je suis allée voir pour voir en fait s'il y avait quelques noms qui avaient demandé que j'ai pas reçu. Je pense que je vois un nom Idir et je pense pas avoir reçu votre mail. Je peux d'accord. renvoyer. Alors, en fait, la première masterclass, elle est disponible sur le Facebook de l'Institut. Donc, vous pouvez la rattraper, merci. Et puis, oui, je pense, j'ai peur que je n'ai pas reçu le courriel, en fait, de Idir. Donc, je pourrais vous écrire mon courriel pour voir si en fait, c'est correct. Si vous l'avez envoyé au courriel, d'accord. Voilà. Non, je n'ai pas envoyé à tout le monde, c'est ça? Oui. Alors, comme ça, vous devrez voir mon courriel pour vérifier si vous l'avez effectivement envoyé à l'adresse correcte, parce que je ne pense pas y dire avoir reçu votre texte. Et oui, c'est vrai en fait on peut dire qu'il y a un cinéma quand même plus réaliste, oui, néo-réaliste, qui fait plus attention à l'endroit et à la réalité en fait qu'il représente. C'est quand même, ça fait partie de l'attention qui va vers aussi l'utilisation de l'emploi d'acteurs non professionnels. C'est vrai qu'en général, c'est un peu dans le même style, disons, dans le même désir d'inclure quand même une représentation qui est sentie comme plus réelle et plus véritière,
de la réalité représentée. Voilà. Donc, on peut voir en fait, on peut continuer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je voulais juste en fait lire vos messages avant que ce soit l'heure. Et je voulais aussi ajouter que les participants peuvent intervenir même en audio. Donc, ils peuvent lever la main. Il y a aussi les signes. Donc, si quelqu'un n'est pas timide, veut intervenir vocalement, il peut le faire. Voilà. Valentina, tu as répondu à Nassim qui a dit qu'il avait raté la première partie. Oui. Je répète, on peut la retrouver sur les pages Facebook soit de l'Institut culturel italien d'Alger, soit EUNIC Algérie. D'accord. Merci. Et donc, on peut... Bon, je vais dire, je ne sais pas combien d'entre vous, en fait, déjà connaissent les vidéos essays, mais c'est vrai que c'est une réalité critique très intéressante que je vous invite à explorer parce que c'est quand même des façons de passer directement un peu de composer l'analyse de cinéma en faisant ensemble en fait la partie plus technique de preuves, disons, de preuves intrinsèques au film, de preuves qu'on disait être, disons, les preuves logiques du film et qui sont en fait les comparaisons entre scènes ou entre cinéastes, entre films du même réalisateur, et de les mettre directement en relation avec votre interprétation, parce que j'imagine que, bon, moi je me trouve assez d'accord avec le dernier court-métrage qu'on a vu et son analyse de celles qui sont quelques techniques principales du néoréalisme que je pense en fait sont restées comme hérédité pour le cinéma italien en général, qui ont un peu la relation avec le temps, avec la représentation des milieux et des éléments qui les composent au-delà en fait de ce qui sont les personnages principaux, et puis d'un rythme en général considéré un peu plus lent, un peu plus doux, je dirais, en comparaison à le rythme traditionnel, par exemple, de films d'Hollywood. Mais c'est vrai aussi que j'imagine que quelqu'un pourrait monter les films de façon à avoir une analyse complètement différente, et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en général ça permet en fait de rentrer non seulement dans la matière du cinéma, mais aussi vraiment de comprendre de forme très directe comment en montant des plans, comment l'ordre en fait des plans peut déterminer la représentation de la réalité et en fait le message qu'il communique. Et Nassim parle de l'analyse. Je ne suis pas sûre de suivre. Comme on a encore un peu de temps, on pourrait voir en fait, j'aimerais bien vous partager, on a beaucoup parlé de la ville et de la représentation de la ville et de la relation entre histoire et ville. Et j'aimerais bien vous partager quelques moments d'un long métrage que j'aime beaucoup, d'une cinéaste en fait belge. Donc on va passer complètement à autre chose, mais bon, ce sera un petit au revoir. Voilà, oui, je sais, il reste 9 minutes. Mais on peut voir 9 minutes de ce film. En fait, c'est très intéressant comment cette cinéaste construit la relation entre histoire et oui, c'est bien Chantal Akerman, c'est elle. Et bon, elle a fait un film qui s'appelle à New York. Enfin, elle a fait plusieurs films. Il y en a un en particulier à New York où en fait sa voix en off lit les lettres que sa mère lui a envoyées pendant qu'elle habitait à New York. Et je veux dire, c'est très intéressant parce que la relation... Alors, j'adore moi aussi. Voilà. Donc, le film s'appelle News from Home. Il est de 1976. Et
c'est très intéressant la façon dont ça crée une relation entre intérieur et extérieur, entre une ambiance intérieure et une ambiance extérieure. Et avec les lettres, en fait, les plans sont tous des plans de la ville de New York pris dans la rue, donc dans des milieux à l'extérieur. Et en fait, donc, l'espace intérieur est apporté dans la narration seulement par les récits des lettres que sa mère lui a envoyées. Et puis en même temps, en fait, ça crée une tension entre l'espace intime de la relation avec sa mère qui est contenu dans les lettres et l'espace très, disons, très impersonnel de la ville de New York qu'elle habite et qui n'est pas la sienne. Mon très chère petite fille, bien reçu ta lettre et j'espère que tu continueras à me faire sourire. De toute façon, j'espère que tu me reviendras vite. J'espère que tu continues à bien te porter, travailler bien. Toi, New York te plaît, tu es contente, alors nous sommes contents aussi, malgré qu'on voudrait te revoir le plus. Dis-nous quand penses-tu revenir. Enfin, chez nous, c'est comme d'habitude, sauf que c'est bien égripé, reste à la maison, et que moi, je ne suis pas fort bien. Ma tension est basse et je prends des médicaments et des fortifiants. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis triste. C'est samedi, on fait mon magasin, il fait calme, on s'en va. Le soir, nous irons manger avec des amis et c'est tout pour mon anniversaire. Bientôt, c'est le tien et je te souhaite le meilleur monde. Tu le sais bien. Écris-moi au sujet de ton travail et depuis de New York, je suis impatiente d'avoir des nouvelles. T'embrasse tous les 3 octobre, je pense un peu tout le temps, c'est maman qui t'aime.
Je suis un peu plus heureuse d'avoir été jeune et d'aller ici. Merci, Stéphanie. Papa est content quand il est médicament. Il espère que je vais m'enseigner. Ma chérie, tu sais qu'on ne t'en pas d'être partie sans rien nous dire. Et tu dois nous tenir au courant. Nous tenons le pensement tout le temps que notre amour. Je rêve aussi de toi, tu l'imagines, comme je dois te savoir heureuse. Et tes lettres me font beaucoup de bien. Enfin, ma chérie, je te donne une nouvelle. Papa et moi, en travail, la saison nouvelle est terminée. On commence le feu. Pour le moment, il fait un peu calme, le temps de vie, on espère que ça ira. Je me sentais un peu désirée, j'étais chez le médecin par des bouffées de chaleur qui me sans foi. Je pensais que les gens me regardaient. Il paraît que c'est la faiblesse. Enfin, je prends les fortifiants, souvent une fois. Sylviane aussi a été malade la vie. Aujourd'hui, elle est à l'école pour la première fois. Elle va faire un régime, elle faire la ligne activée, et elle prend un médicament, il n'a pas faim. Enfin, parce que là, ma chérie, continue de dire. Je pense que nous dit que ça va bien. J'envoie tout mon cœur, ainsi que papa, Sylviane et toute la famille, et la maman qui t'aime t'envoyer. Cette semaine, je n'ai pas reçu de nouvelles. La semaine dernière, j'ai eu 3 lettres et cette semaine, rien du tout. J'ai appris qui m'a dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je vais directement faire un soutenir. Seulement une photo écrite New York 2025 et une autre fois 2027 sur l'enveloppe. Écris-moi l'adresse exacte. Chez nous, rien de spécial. Pour les vacances, on partira seulement les week-ends à la mer. Nous n'allons pas à l'étranger cette année, c'est pas le moment. J'espère que c'est passager parce que je sais que nous ne pourrons pas rester sans travail. En attendant, nous travaillons en hiver pour l'hiver. Je suis adresse au fils était la médecine. Il a dit que tu peux aller rejoindre ses parents, qui habitent dans l'audience, à qui il a écrit, car il connaît son titre dans le cinéma, même si jamais. Enfin, ma chérie, je compte sur toi pour écrire. Ne te fatigue pas déjà très vite. Je t'embrasse 1000 fois et pense à toi. N'hésite pas, s'il vient de toute la famille, comme il tu t'aimes. Mon petit ami, je viens juste d'expédier des affaires de paix à la dernière adresse que tu nous as envoyée. Pourquoi as-tu changé? J'espère que le colis va bientôt arriver car ça dure 8 jours par exemple.
Tu es ici et j'espère que tu n'auras rien à faire sur place. C'est très compliqué à expliquer ici. Alors, si tu as besoin de quelque chose, alors je t'enverrai dans les prochaines lettres du communard. J'espère que vous n'êtes pas trop chaud. Je sais que tu ne supportes pas la chaleur, que tu deviens toujours très déprimé avec le beau temps. Et surtout que tu n'as pas de sandales. Ne fais pas bien sur place. Ils ont aussi de bonnes chaussures, j'en suis sûre. Et j'espère que cette fois tu passeras bien l'été. Ma chérie, les premières semaines, je suis si contente de recevoir les lettres. Et maintenant, je reçois semaine par semaine. Je ne vais pas rester pour écrire. Ça me fait tellement plaisir que tu ne peux l'imaginer. À quel point que je suis. Je suis fière de toi parce que tu te débrouilles bien. Et toi, d'une seule chose, tu peux sortir le soir. C'est très dangereux à New York. Sois prudent, promets-le-moi. À part cela, nous allons pour 3 jours à Knox nous reposer un peu. Car comme d'habitude, je suis tentée. J'ai repris mon massage. J'espère que ça me fera du bien. Sylvia est en plein examen et ça, j'espère qu'elle réussira. Ma chérie, je t'embrasse bien fort. Ainsi que papa te parle tout Merci beaucoup. Désolé toute la famille, ta maman était pleine de penser à toi. Écrivez de mettre à ton témoin, je t'en prie. Je vais répondre en fait au message. Oui, c'est vrai que le film est pratiquement entièrement composé comme ça en fait de plans plus ou moins vides et assez aliénants et avec les lettres en fait dessus. Et c'est les années 70 ont vu en fait surtout aux États-Unis et surtout autour de New York et quand même de la côte est des États-Unis. En fait, il y a eu un mouvement qui est appelé le cinéma structuraliste et qui en fait ça imposait un peu des structures de composition des films qui pouvaient être en fait des plus créatives aux plus mathématiques, scientifiques et qui ont en fait des systèmes de structuration, de composition de l'histoire, des images et du montage des films, et pour analyser, réfléchir et explorer le média du film, en fait, ce qu'il peut faire, ce qui est possible, et aussi comment un différent type de montage ou un différent type de limite peut créer un différent sens, donner un différent sens à l'histoire ou créer une différente ambiance. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez en fait ma souris, mais on voit en fait la directrice de photo et en fait et la réalisatrice du film qui tourne le film.
Donc, en fait, il y a d'autres films de Chantal Akerman de ces années, des années 70, avant, en fait, de ses premiers films narratifs comme Jeanne Dielman ou Les Rendez-vous d'Anna. Elle a fait quelques films comme celui-là à New York, qui sont, je vais voir si j'ai un court-métrage, on pourrait le voir, et qui sont très influencés par ce mouvement. Qui sont très influencés par le mouvement du cinéma structuraliste américain, dont un des films principaux est un des principaux est Nostalgia de Hollis Frampton, et puis un autre c'est oui, bah oui, c'est La Chambre. Ah, vous l'avez déjà vu. On peut le voir. Je suis en train de voir si je l'ai en fait. Je pense. Je ne sais pas si j'ai le film. Ah oui, je l'ai. Et ah oui, l'autre film base en fait du cinéma structuraliste que vous trouvez en ligne, c'est Waveland de Michael Snow, qui est un film qui, en fait, Chantal Akerman a ensuite en fait dit qu'il y a eu beaucoup d'influence sur elle. Et c'est aussi un film qui se passe entièrement dans une chambre. Le film s'est terminé et je pense qu'on est un peu en retard déjà. Donc, j'allais juste en fait vous écrire ce qu'on a vu aujourd'hui parce que je me rends compte que pas tout le monde peut voir en fait la chat de Zoom. Et puis, on a vu... Et
bon, pour ceux qui veulent voir plus de cinéma structuraliste, je vous mets donc ce que je disais, c'était Wavelength de Michael Snow. Je ne me rappelle plus l'année, mais c'est les années 60. Et puis Nostalgia de Hollis Frampton. Voilà, comme ça vous le voyez tous. Voilà. Dans le commentaire, c'est filmé comme la vie qui tombe dans une chambre, c'est génial, oui. On peut faire du ciné dans une chambre au final, c'est ça aussi qu'on peut dire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je suis déjà allée beaucoup plus long de ce qu'on nous avait, enfin du temps qu'on avait, donc je vais vous laisser. Merci à vous, c'était super d'être ensemble ce soir encore. Et bon, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Bonne soirée et bonne nuit. Bonsoir à tous et à toutes. Et bon, je remercie Valentina pour cette leçon, cette formation très intéressante avec toutes les références. Donc, beaucoup de participants sont restés branchés jusqu'à là. Et donc, ça montre qu'il y avait un intérêt. C'était très intéressant. Et malheureusement, on doit se quitter, mais la formation n'est pas terminée parce qu'il y aura encore d'autres journées. On continuera jusqu'au 18. Et je voulais simplement rappeler qu'on est en partenariat avec les ministères de la Culture, en particulier avec les centres algériens pour le développement du cinéma et avec les centres algériens de la cinématographie. Et donc, et aussi avec la délégation de l'Union européenne ici à Alger. Et demain, il y aura la formation avec Ian Aiden-Smith et demain soir, une autre discussion comme celui d'hier avec beaucoup de critiques à laquelle notre ami Andrea Chimento va participer. Donc voilà, si vous avez encore des doutes, vous pouvez consulter la page Facebook de EUNIC Algeria et aussi les sites web. Donc, merci à tous et à toutes pour l'attention et bonne nuit. Au revoir Valentine, au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Bonne nuit, au revoir.